D'abord commencer par parler de pétrole. Vous savez qu'il y a un certain nombre de gens, dont votre serviteur fait partie, qui pensent qu'on a une voiture balai sur les combustibles fossiles qui s'appelle le déclin géologique et qui fait que même si on n'a pas envie d'émettre de moins en moins de CO2, il y a un moment où ce déclin géologique va s'emparer de nous de toute façon, enfin, ou va nous concerner de toute façon. Et donc, ça limitera la possibilité d'émettre de plus en plus de CO2 parce qu'il y aura juste de moins en moins de choses à brûler. Alors, évidemment, ce déclin n'est pas le même selon qu'on regarde le pétrole, le gaz ou le charbon. Et sans rentrer dans les détails, donc aujourd'hui, on va aborder la question du pétrole pendant le premier segment de cette matinée. Donc, les deux personnes qui vont intervenir pendant ce créneau, donc moi, je vais me contenter de distribuer la parole, c'est Mathieu Ozano et Michel Lepetit. Alors, Mathieu, de Barbu à lunettes, là, qui vous salue, est actuellement directeur du Shift Project, mais il a un tropisme très fort pour les questions pétrolières et il est notamment l'auteur chronologiquement d'un blog qui s'appelle Oilman et surtout d'un livre qui s'appelle Or Noir, que je vous recommande chaudement, dont le sous-titre est La grande histoire du pétrole, et qui a passé de nombreux mois et années à regarder ce sujet, et notamment dans le cadre très récemment d'une publication qu'on s'apprête à faire sous couvert du Shift Project, après avoir eu accès à la plus grande base de données au monde sur les gisements pétroliers en exploitation et découvert. Il y aura également un exposé de Michel Lepetit. Donc Michel, tu peux peut-être mettre ta caméra en route, qu'on voit ta trombine. Michel est actuellement vice-président du Shift, voilà, très érudit, il a lu tout ce qui est derrière lui. Alors Michel, il a eu une longue carrière dans le privé, puisqu'il a été dirigeant dans un certain nombre de banques et de sociétés d'assurance. Et puis, il s'est passionné pour tout un tas de sujets qui vont de l'histoire des moulins jusqu'à ce qui s'est passé en détail pendant les chocs pétroliers. Donc, Michel a un angle plus économique, j'ai envie de dire, ou plus exactement, un angle très économique sur ce sujet. Donc, je vais leur passer la parole à tous les deux pour respectivement 10 minutes, un quart d'heure d'exposé liminaire. Et puis ensuite, on passera aux questions. Et Mathieu, the floor is yours. Merci Jean-Marc. Puis merci pour ta présentation du Shift. Et merci à tous, très nombreux. Là, j'ai pas regardé le compte, mais on est plusieurs centaines à être réunis ce matin. L'intitulé de cette petite présentation, c'était est-ce qu'on va vers un contre-choc pétrolier? Alors d'abord un peu de sémantique. Qu'est-ce qu'on appelle un contre-choc pétrolier? En fait, il n'y en a eu que un jusqu'à présent, disons jusqu'au début de la crise de la Covid, puisque j'ai compris qu'il faut dire la Covid, puisque c'est une maladie, pour le D de disease. Le contre-choc pétrolier qui a eu lieu, il s'est produit au milieu des années 80. C'est la suite, c'est pour ça qu'on parle de contre-choc, c'est le contre-coup en quelque sorte des chocs pétroliers des années 70, celui de 73 qui s'est produit au moment de la guerre du Yom Kippour et celui de 79 qui s'est produit lors de la révolution islamique en Iran. Et le contre-choc, un contre-choc, ou le contre-choc jusqu'à présent, c'est un moment où on a, pour diverses raisons, un effondrement de la demande, un effondrement des cours du baril et une difficulté du coup pour les pétroliers à investir, faute de chiffre d'affaires suffisant. Donc, est-ce qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui? Alors, d'une part, on peut constater que, de fait, les cours du baril se sont effondrés. La demande, surtout, primairement, s'est effondrée comme jamais jusqu'ici. Jamais en termes d'ampleur et de brutalité. On avait assisté à une telle rupture dans les besoins de l'économie mondiale en carburant liquide. On a perdu, alors on est encore, c'était tellement brutal qu'on on est encore à avoir des énormes écarts dans l'évaluation de cet effondrement, mais c'est de l'ordre de un tiers de la demande mondiale de brut qui, d'un coup, a été effacée, faute de trafic routier, faute de transport aérien. Alors, est-ce qu'on est entré dans une période longue de contre-choc pétrolier au sens de défaut, de manque chronique d'investissement
de la part des pétroliers. Alors, je continue un petit peu le tableau. Donc, on a cette chute sans précédent de la demande qui d'ores et déjà… Alors, on a une reprise qui a l'air d'être extrêmement rapide, si j'en crois le Financial Times, de la demande, là, en ce moment, à mesure que l'Europe, la Chine se déconfinent. La demande de brut, mécaniquement, semble repartir de manière à peu près aussi vertigineuse qu'elle s'est effondrée. Les analystes tablent sur un retour, grosso modo, de la demande à son niveau pré-crise, disons au plus tard à la fin de l'année et sans doute en septembre. Donc, ce qu'on a là, du point de vue des besoins en pétrole et de toute la chaîne de conséquences jusqu'au réchauffement climatique, on a pour l'instant essentiellement un trou d'air de quelques mois. On va voir si au sortir de cette crise, ça va être la grande question, puis ce n'est pas une question pétrolière, c'est une question macroéconomique que tout le monde se pose aujourd'hui, à quel niveau d'activité on ressort de cette crise. Et là, aujourd'hui, c'est très difficile à dire. À tout le moins, il est possible qu'elle ressorte en dessous ou légèrement en dessous, compte tenu, ou très en dessous plutôt, compte tenu des difficultés supplémentaires qu'entraîne la crise du Covid. Mais je laisserai Michel en parler, de l'aspect macroéconomique. Donc, si je reste sur le pétrole, stricto sensu, qu'est-ce qui se passe du point de vue des investissements futurs? Parce que c'est ça la question qui nous intéresse ici au Shift, c'est jusqu'à quel moment l'industrie pétrolière va être capable de continuer à remplir le réservoir de cette grosse voiture qu'est l'économie mondiale. Jusqu'à quand on peut compter que l'industrie sera capable de continuer à remplir ce réservoir. Alors, ce que nous disent les analystes, si on regarde un peu les différentes sources, c'est que la crise elle-même, compte tenu du gel qu'elle a entraîné sur les investissements d'un très grand nombre d'opérateurs pétroliers, va entraîner à l'horizon 2030 un manque de l'ordre de 5 millions de barils jour sur de projets pétroliers qui ne vont pas se faire, 5 millions de barils jour à comparer, toujours c'est facile, à une production mondiale qui est de l'ordre de 100 millions de barils jour. Donc on perd la crise à date, ça peut évoluer dans le futur, mais pour l'instant, la crise fait perdre 5%, en quelque sorte, de capacité de production à l'horizon 2030. Ce qui est gigantesque, c'est la moitié de la production de l'Arabie saoudite. Ce que nous disent aussi les pétroliers, les agences d'analyse pétrolières, c'est que du coup, il va falloir compter d'autant plus sur les deux acteurs qui font que jusqu'à présent, la production mondiale se maintient. C'est un, le Golfe Persique, les grands producteurs du Golfe Persique, et deux, le pétrole de schiste en plein boom avant la crise aux États-Unis. Pour le Golfe Persique, il est probable qu'il y ait de la marge, en particulier en Arabie Saoudite et en Irak, pour des raisons différentes, pour accroître la production. C'est à peu près, il y a relativement peu de doutes là-dessus. Il y a beaucoup plus de doutes sur l'avenir du pétrole de schiste. Le pétrole de schiste, les opérateurs de pétrole de schiste, donc essentiellement, pratiquement exclusivement aux États-Unis, essentiellement concentré, aujourd'hui le boom est essentiellement concentré dans l'ouest Texas. Les opérateurs de gaz de schiste étaient en grande majorité perdaient de l'argent. Voilà, étaient à cash flow négatif, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient fait leurs investissements, ils avaient un déficit. Or, c'est une activité qui réclame énormément d'investissements, bien davantage, un flot d'investissement continu, bien davantage que dans le pétrole conventionnel. Et on a vu au cours de l'année 2019 un certain assainissement du modèle d'affaires du shale oil, du pétrole de schiste, avec un cash flow qui évoluait vers une très nette amélioration, mais qui s'est fait au détriment des investissements précisément. C'est-à-dire qu'en gros, les opérateurs de shale oil réduisent leurs investissements et du coup, ils perdent moins d'argent. Donc, dans un contexte, dans cette espèce de contre-choc dans lequel on est, d'un nouveau type dans lequel on est rentré avec le Covid, il y avait déjà des signes avant-coureurs
il y a déjà des difficultés précédant la crise du Covid pour maintenir les investissements. Cette crise va rendre compliqué cette capacité de la production de pétrole de schiste à combler les projets pétroliers beaucoup plus coûteux qui ne vont pas beaucoup plus coûteux qui ne vont pas se faire, nous disent les analystes aujourd'hui. Ces projets coûteux, c'est ces investissements dans du pétrole compliqué, plus compliqué encore que le shale oil, parce que c'est des investissements au large, à très grande profondeur, ou dans des pétroles conventionnels qui se situent dans des endroits très compliqués, très techniques, et donc qui réclament des cycles d'investissement très longs, et donc un prix stable, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment aujourd'hui. Donc voilà, pour résumer, on identifie une énorme incertitude sur le sujet. Le shift, on a, comme y a fait allusion Jean-Marc, vient de se doter les moyens précisément d'aller décortiquer les facteurs de cette incertitude. Pour mémoire, je rappelle que c'est un peu le repère que moi j'ai pour l'analyse de ces problématiques. L'Agence internationale de l'énergie nous disait en 2018, dans le résumé aux décideurs de son rapport annuel, qu'il faudrait que la production de shale oil, de pétrole de schiste, double, voire triple, pour compenser le manque chronique de projets de pétrole conventionnel très coûteux, notamment en offshore profond. Doubler ou tripler cette production de shale oil, aujourd'hui, c'est encore plus incertain, encore plus douteux qu'en 2018. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en particulier, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe? Ça veut dire un risque, d'ailleurs, c'est l'expression employée en 2018 par l'AIE, un risque de supply crunch, de resserrement de l'offre à l'horizon 2025, qui aurait des conséquences particulièrement sévères pour l'Europe, dans la mesure où l'Europe est le seul grand consommateur mondial de pétrole qui n'a pas de ressources, quasiment pas de ressources domestiques. Donc qui est tributaire précisément de grands pétroliers, de grands producteurs pétroliers, dont l'avenir de la production est incertain. Voilà. Et donc le chiffre, c'est doter les moyens d'investiguer, de dessiner les contours de ce risque, qui pour nous est un peu, comme disait Jean-Marc, une voiture balai, en fait, une seconde raison extrêmement puissante de faire la sortie, d'organiser de manière cohérente la sortie des énergies fossiles. Voilà. Bonjour à tous, je vais vous parler effectivement de CAPEX, enfin d'investissement dans le secteur pétrolier, donc je me donne juste un petit quart d'heure pour vous parler d'un sujet sur lequel on a travaillé au Shift, notamment à travers les scénarios des shifters. C'est une thématique très très importante qu'évoquait Mathieu tout à l'heure. Je voudrais commencer par vous parler d'abord des incertitudes. Donc du côté de la macroéconomie actuellement, l'incertitude est totale. On parle d'un choc d'incertitude. Donc c'est pas seulement un choc de demande ou un choc d'offre, c'est un choc d'incertitude lié à la Covid. Moi, j'en rajouterais deux incertitudes. L'une qui est liée effectivement à la situation macroéconomique qu'on avait en décembre. On avait déjà une économie qui était en fort ralentissement, avec des incertitudes entre les relations entre l'Amérique et la Chine qui étaient très très profondes. Et puis, il y a cette incertitude qui était rarement prise en compte, qui était l'incertitude climatique, qui pose des questions sur l'avenir. Alors, cette incertitude monte à toute vitesse. Généralement, elle s'affranchit du sujet pétrolier, ce qui est plutôt triste, alors que le sujet pétrolier est un sujet très très singulier. Et au Shift, on a cette singularité de s'intéresser à ce sujet singulier qu'est le pétrole, alors qu'il est très communément évacué par la communauté qui s'intéresse au climat. Voilà, donc on l'a revu et je l'ai revu moi à travers l'investissement pétrolier, une discussion qu'on a pu avoir et qui monte depuis un certain temps sur le monde pétrolier lui-même, ses investissements et la pression qu'on appelle la pression actionnariale. Donc le fait que de plus en plus d'actionnaires s'interrogent sur l'avenir des sociétés comme Shell, BP, Total. Je voudrais évoquer aussi ce matin le retour à la normale. On n'aura pas trop le temps d'en parler, mais qu'est-ce qui va se passer derrière ce choc Covid? Est-ce qu'on va revenir en business, à ce que j'ai appelé un business as usual, c'est-à-dire est-ce qu'on revient comme avant, ou est-ce qu'il y aura une sorte de rémanence dans la crise? Là, pour le coup, c'est trop tôt pour en parler. Je voudrais surtout insister beaucoup ce matin sur les réflexions qu'on a pu mener au Shift et dans la galaxie du Shift autour de cette problématique de la monnaie et du pétrole. Alain Grandjean reviendra sur la monnaie, mais c'est vrai qu'une des trouvailles, une des découvertes que j'ai pu faire ces temps-ci, c'est le lien extrêmement profond entre politique monétaire et pétrole.
et j'en donnerai quelques mots. Ce qu'on appelle le low, le low for long, le fait que les taux d'intérêt soient bas pendant si longtemps et depuis si longtemps, mais ils sont tellement bas qu'ils sont devenus négatifs, a eu un écho dans le pétrole avec un prix du pétrole bas pour longtemps, le fameux lower for longer qu'ont évoqué les pétroliers. En fait, ce n'est pas deux sujets distincts, ça apparaissait dans deux sphères différentes macroéconomiques. C'est de mon point de vue, c'est très clairement le même sujet. Les politiques monétaires non conventionnelles ont favorisé un pétrole non conventionnel. Et je parlerai de quelques éléments que j'ai pu détecter qui sont produits depuis quelques semaines en termes de politique publique en général et de politique monétaire en particulier sur le pétrole, et pour montrer que les politiques qui sont mises en œuvre dans un certain nombre de pays sont significativement favorables au pétrole, ce qui est un problème grave. J'ai mis sur cette transparence, notamment en bas à droite, un rapport que je vous invite tous à lire sur la finance et le climat. Je crois que c'est le rapport le plus brillant que j'ai jamais vu et qui montre la complexité et qui a intégré notamment un des discours du Shift sur la dimension holistique de l'énergie et le rôle singulier du pétrole. Ce business as usual dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait qu'effectivement le taux de CO2, que vous voyez en jaune là sur le graphique, le taux de CO2 ne cesse de monter et on a l'impression qu'après les années 2020, parce que là je l'ai projeté en 2030, il n'y a pas de raison qu'il change beaucoup. J'ai mis le rapport du GIEC pour montrer que le GIEC, les publications ont eu peu d'impact sur cette courbe qui semble inéluctablement monter. En haut à droite, vous avez l'impact de la canicule de 2003, assez courte, sur quelques jours, et puis je vous ai mis l'impact du coronavirus sur deux pays comme la France et l'Italie, pour vous montrer que l'impact du coronavirus est plus important que la canicule de 2003, mais on est dans les mêmes ordres de grandeur, c'est deux fois plus important. Sur ce graphique, vous avez effectivement ce choc, et pour montrer quand même que le choc est relatif, comme le dit souvent Jean-Marc, en fait, le choc de la Covid, il faudra en avoir plusieurs en termes de consommation. Là, vous avez la déformation de la courbe de tout à l'heure. Vous aviez cette courbe, cette sinusoïde, qui est le taux de CO2 dans l'atmosphère. Là, vous avez un gros plan, ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, donc c'est l'infléchissement, on va passer de la courbe rouge à la courbe bleue, du fait notamment de la baisse de la consommation de pétrole, mais il semblerait dans les études qu'a publiées notamment Madame Le Quéré ou d'autres, on verra que pour le charbon, pour le gaz, il n'y a quasiment pas d'impact, voire d'autres impacts qui pourraient être assez négatifs. Au cœur des travaux qu'on a menés au Shift, il y a ce paradigme du lien entre pétrole et croissance économique. Là, c'est en log-log. Je crois que beaucoup de gens connaissent ce graphique. J'ai déjà présenté plusieurs fois, où on voit le PIB et le pétrole, et on voit bien la rupture des chocs pétroliers des années 70. Alors, pourquoi j'insiste sur ce graphique plutôt que le graphique qui est plus linéaire de la consommation énergétique globale et du PIB? C'est que dans ce graphique-là, comme on voit les années 70, on voit une grosse transition énergétique. Ce n'est pas une transition décarbonée, c'est si je ferme le plus possible de choses qui étaient au pétrole pour les remplacer par autre chose, parfois du nucléaire, donc décarboné, parfois par du charbon. On a basculé massivement des centrales au fioul, on les a basculées au charbon, et aussi la réduction des vitesses des véhicules ou le passage de millions de chauffages individuels du fioul vers le gaz. On est reparti sur une autre courbe que vous voyez, là, qui montre 1983-2019. Vous avez le point 2019 qui est tout en haut. Et la grande question que tout le monde se pose, c'est quel va être le prochain point. Donc, le FMI et l'AIE ont indiqué des chiffres. Et je vous ai indiqué sur le graphique ce que serait cette rupture de 2020 avec ce point très, très singulier, une baisse sensible à la fois du PIB et du pétrole. En haut à droite, vous avez, je ne peux pas vous le montrer, j'ai oublié de l'indiquer. Je ne sais pas si je peux vous... Je peux reprendre la main. Non, je ne peux pas reprendre la main. Bon. En haut à droite, vous aviez les trajectoires de l'AIE notamment qui vous montrent qu'on devrait radicalement partir en haut à gauche dans mon graphique log-log pour décarboner l'économie, ce qu'on n'a jamais fait depuis maintenant 30 ans. Donc, est-ce que le point Covid, c'est un point singulier et puis on va repartir dans la même trajectoire que précédemment? Nul ne le sait. Je vous ai mis sur le même graphique, vous voyez un site qu'on a lancé avec Antonin Bergeau, qui sont des données que nous a donné Jean-Marie Martin à Amouroux, des données historiques sur la consommation pétrolière d'un certain nombre de pays qui n'ont pas d'équivalent. Pour l'instant, on a pas mal de pays de l'OCDE, on va le compléter par les pays hors OCDE. On a mis ça à disposition des chercheurs pour qu'ils réfléchissent plus justement à cette dépendance très très forte des croissances économiques et du pétrole. Au début, quand on avait travaillé sur ce sujet avec des shifters, on avait regardé effectivement comment on pouvait modéliser cette trajectoire pétrole-PIB. Et puis, à un moment donné, en regardant ces données, j'avais constaté, ce graphique est extrêmement riche, je suis désolé, il est trop riche, mais j'avais constaté une bizarrerie. C'est-à-dire si la consommation de pétrole continuait comme avant, ce que vous voyez sur le graphique, là on l'a poursuivi au-delà de 2020, la consommation de pétrole continuait de croître de 1% par an. À un moment donné,
dans les scénarios de l'AIE, il aurait apparu une date où il aurait fallu que le taux de baisse de la consommation de pétrole soit de l'ordre de moins 6%. C'est la courbe en vert. C'était 2027. Si on avait continué comme avant, en 2029, il aurait fallu que la consommation baisse de 9% par an. Une baisse de la consommation de 9% par an, c'est exactement ce qui se produirait si on arrêtait d'investir totalement 1 centime dans la recherche de pétrole et la production de pétrole. C'est ce qu'on appelle le taux de déclin naturel du pétrole. Ça veut dire que si on avait continué comme on était parti pour le faire, il aurait fallu qu'en 2029, on investisse 0 capex, 0 investissement dans le pétrole, soit une économie de 500 à 700 milliards de dollars par an de consommation financière pour produire du pétrole, ce fameux capex dont parlait Mathieu tout à l'heure. Ça, c'était avant la Covid. Depuis la Covid, je vous montre le graphique de ce que ça a donné. En réalité, l'OPEP, associé à la Russie, ont annoncé des baisses assez significatives de production de pétrole. Alors, je n'ai pris que les chiffres de l'OPEP, ça ne prend pas en compte ce que fait notamment le Canada, parce que le Canada a beaucoup baissé sa production, et ce qui se passe aussi aux États-Unis, puisque un certain nombre de producteurs de pétrole de schiste ont arrêté leur production. Donc vous voyez, les 2 points, c'est les 2 points représentés par ce que l'OPEP a annoncé comme étant ces baisses. Donc on voit les baisses assez significatives pour 2020 et 2021, et je vous ai laissé en pointillé vert le scénario 2 degrés de l'AIE. Donc on est en dessous sur le pétrole du scénario 2 degrés de l'AIE, mais évidemment, tout le monde pense que la consommation et la production de pétrole va repartir à la hausse. Donc, on va se remettre dans une trajectoire non compatible. Je reviens un petit peu en arrière. Il faut que vous ayez, sur ce graphique-là que je vous ai montré la première fois, il faut que vous ayez conscience que chaque année, l'AIE fait une annonce d'un scénario où la baisse est de plus en plus forte chaque année, puisque chaque année, en fait, on a augmenté la production, donc on n'a absolument pas respecté quoi que ce soit par rapport aux 2 degrés, et qu'il y a une sorte de budget carbone qu'on peut facilement exhiber. J'avais fait des calculs, on montre bien qu'il y a un budget carbone de consommation et de production de pétrole, qui fait que chaque année, l'AIE est obligée d'annoncer que la production va baisser de plus en plus fort d'ici 2040. Voilà. Donc, l'idée centrale qu'on avait l'année dernière, et avec qui j'en ai pas discuté avec des shifters et des spécialistes, c'est qu'il faudrait fermer ce fameux robinet du carbone, et notamment fermer le robinet du pétrole. En fait, c'est une sorte de complémentarité entre l'approche classique du bilan carbone, que connaît bien Jean-Marc, et qui promeut que les entreprises comprennent mieux leur consommation de pétrole et leur impact direct et indirect sur le carbone via le pétrole. Et puis là, c'est plutôt dire, finalement, si on n'y croit pas, si on ne croit pas qu'on arrivera à envoyer un signal, le fameux signal prix carbone, alors il va falloir qu'on ferme le robinet du pétrole. Et les gens qui se sont beaucoup mobilisés là-dessus, c'est notamment les gens qui font de l'activisme actionnarial. Donc, vous avez entendu parler sans doute récemment du fait que chez Total, il y a une pression très très forte pour que Total intègre réellement, notamment le scope 3 de sa consommation du pétrole dans sa stratégie. Et c'est le cas chez Shell, c'est le cas aussi chez BP. Ça n'est pas le cas, il faut le savoir, effectivement, chez Chevron et chez Exxon. Et je ne vous parle pas des Aramco et autres pétrobraches dans les pays émergents, ou même en Chine, des pays où on n'a rien à faire de l'activisme actionnarial. Mais la pression monte très très forte, et on l'a vu à travers un certain nombre d'actions avant la Covid qui faisaient qu'on pouvait penser que cette pression ne s'arrêterait pas. Et je pense qu'elle va continuer. Il est même symptomatique que chez Total, la chose a pris une telle ampleur avec un interview de Patrick Pouyanné que vous avez pu voir il y a 2-3 jours dans Le Monde. Donc le shift est là pour préparer et pour anticiper ce qui va arriver et dire aux gens, préparez-vous. Le deuxième message que je voulais passer ce matin, pour moi, c'est le suite des travaux que j'ai pu mener l'année dernière sur cette monnaie et sur le pétrole. Je suis membre de l'ASPO, d'une association avec Jean-Marc d'ailleurs, où on réfléchit au pic pétrolier et à la contrainte physique. Et je pense maintenant très profondément, très sincèrement, je pense que l'ASPO a tort. L'ASPO croyait que la contrainte physique pourrait jouer, pourrait suffire à limiter la production. J'en suis convaincu maintenant, la politique monétaire qu'on a mise en place, en tout cas celle depuis 20 ans, et je suis prêt maintenant à l'établir depuis presque 50 ans, mais depuis 20 ans, c'est très très clair avec les politiques qu'on appelle non conventionnelles, la politique monétaire a contribué extrêmement fortement à produire du pétrole de schiste. Les 7 millions de barils de pétrole de schiste par jour qu'on a produit depuis maintenant, depuis le choc de 2008, et depuis l'invention quasiment du pétrole de schiste, c'est dû en grande partie à la politique monétaire, en très très grande partie. Bien sûr, il y a un progrès technique, mais ça ne suffit pas. Et comme le disait Mathieu justement tout à l'heure, c'est quand même 1 200 milliards de dollars qui ont été déversés dans ce pétrole de schiste sans aucune rentabilité en l'espace de, pas 20 ans, depuis 12 ans.
Donc en 12 ans, on n'a pas eu un moment donné où cette activité a été rentable, ce qui est une anomalie macroéconomique terrible. Je n'ai pas le temps de vous parler des stress tests, mais j'en parlerai. Sachez juste que du côté du secteur financier, on bâtit des scénarios autour de la décarbonation, autour de la lutte contre le changement climatique, toujours autour de la même idée du signal prix carbone, qui est intéressante, mais qui semble très, très limitée. Jamais le sujet du pétrole n'est intégré dans ces scénarios, ce qui me semble une absurdité totale. Ça me semble même une anomalie tragique. D'autant plus que ce sont les banques centrales qui, d'un certain point de vue, et notamment la Fed, la Banque centrale fédérale américaine, qui ont favorisé cette production de pétrole. Là, je vous mets juste ce petit graphique que j'ai publié déjà plusieurs fois, mais je remonte, c'est les 7 millions de barils que vous voyez en marron, qui sont produits depuis 2008, qui sont très clairement consécutifs à la dilatation faramineuse du bilan de la Banque fédérale américaine, qui est passé de moins de 1 000 milliards de dollars à 4 000 milliards de dollars. Et donc cet afflux de monnaie, cet afflux vertigineux de monnaie associé à une baisse des taux d'intérêt fait que les investisseurs sont allés chercher des produits de plus en plus risqués. Et un des produits les plus risqués qui soient, c'était investir dans le pétrole de schiste, qui n'est pas rentable. C'est tellement risqué qu'on en a la preuve aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'a jamais été rentable. Voilà, donc c'est cette politique monétaire qui est assumée par l'Amérique. Je ne pense pas que l'Amérique l'ait jamais cachée, mais elle a des conséquences très très graves en termes notamment de discours qui est tenu. Dire que la politique monétaire ultra-commande qu'on connaît depuis 10 ans n'a pas d'impact sur l'économie réelle et ne fait que doper les prix des actifs, qui est un propos qui est tenu notamment par notre ami Gaël Giraud, souvent il le reprend, je dis que c'est faux. En fait, elle a nourri massivement. C'est-à-dire les 3 000 milliards de plus de bilan de la Fed ont eu un impact très massif, c'est presque 1 200 milliards d'argent qui est parti vers le pétrole de schiste. Donc elle a nourri le PIB et du pétrole, donc elle a nourri un PIB pétrolier. Dire qu'elle a un impact faible, cette politique monétaire, sur la hausse d'inflation, je pense que c'est faux. Je pense qu'elle a empêché la hausse des prix. Voilà, elle a empêché la hausse des prix du pétrole qui serait répercutée sur une inflation généralisée. Donc je pense qu'il faut réécrire l'histoire, il faut revoir l'histoire autrement. Moi, je m'y attellerai maintenant en permanence. Je pense que c'est une des découvertes les plus fortes qu'on ait pu faire sur les travaux qu'on avait fait avec les shifters sur ces séries temporelles. C'est qu'en réalité, il y a une autre histoire à écrire. S'il n'y avait pas eu le pétrole de schiste, les prix auraient augmenté. Et on aurait eu un signal prix. Et le signal prix, ce n'est pas un signal prix carbone, ce que j'appelle un signal prix chaîne carbone, qui est qu'effectivement, les prix seraient mis à monter du côté du pétrole, ce qui est très, très difficile à supporter. D'où le signal qu'on doit nous envoyer, nous Shift, c'est préparer nos économies, en tout cas préparer celles de la France et de l'Europe, au fait qu'on va avoir une contrainte qui va nous arriver. Il est possible qu'on s'en affranchisse, parce qu'effectivement, je le vois, et là, ce que j'appelle les masques, on le voit très clairement dans les politiques monétaires qui sont menées depuis quelques semaines, ou des politiques publiques, beaucoup d'argent est de nouveau envoyé vers le pétrole. C'est extrêmement clair aux USA. J'ai publié sur LinkedIn des blogs qui montrent comment la politique monétaire américaine va de nouveau financer le pétrole de schiste. C'est très, très vrai et c'est un peu tragique au Canada, mais au Canada, ayez en tête que 30% de l'investissement industriel, c'est les hydrocarbures. Donc forcément que le Canada se mobilise, même s'il a un discours très, très joli sur le fait qu'il faut décarboner. La réalité, c'est que beaucoup d'argent au Canada va soutenir son pétrole, notamment ses schistes bitumineux. C'est vrai aussi dans la politique monétaire du Royaume-Uni. Elle a été attaquée par la presse, elle se dit neutre, mais quand elle est neutre, en fait, elle finance en grande partie l'énergie et notamment le pétrole en mer du Nord. C'est vrai aussi pour la politique publique en Norvège. J'ai découvert récemment que l'Argentine avait garanti un prix du pétrole ces temps-ci. Donc il y a beaucoup d'actions qui vont dans le sens de préserver et de soutenir le pétrole. Le pire étant ce qui s'est passé récemment entre l'AIE, le G20 et l'OPEP+. On se demande parfois pourquoi l'AIE, et on se demande d'ailleurs même pourquoi la France continue d'apporter sa contribution financière à l'AIE quand on voit le discours qu'a tenu l'AIE vis-à-vis de l'OPEP. C'est même tragique. Et puis, on ne parle jamais de la Chine. Alors, Mathieu n'en a pas dit un mot, mais je pense que c'était une préoccupation. On parle souvent avec Mathieu du rôle de la Chine. La Chine est le principal importateur de pétrole. Vu les tensions internationales qu'on a aujourd'hui, la question va se poser, à mon avis, assez fortement sur l'avenir de la relation entre la Chine et le pétrole. Un petit mot de publicité pour le projet du Shift qui parlait de finance. Alors, Jean-Marc a raison. La finance n'est pas un sujet central pour le Shift parce qu'on voit bien qu'il y a une création monétaire qui est débridée. Récemment, la monétisation de la dette publique par les banques centrales, notamment dans la zone euro. Là, on a rajouté 600 milliards aux 750 milliards et c'est sans doute pas fini. Donc, l'argent vient. Je reviens quand même sur le discours que j'ai tenu tout à l'heure. C'est vrai de dire qu'on peut créer de la monnaie, mais pour le coup, pour l'instant, il y a beaucoup de monnaie qui a été créée pour financer du pétrole. Donc, essayons de faire en sorte qu'il y ait un meilleur fléchage vers la décarbonation.
une chose qui m'a frappé, c'est le projet InGlobo sur lequel on avait travaillé, qui était soutenu par le Shift et par la fédération Nicolas Hulot. Vous nous avez dit l'année dernière, notamment des gens du Trésor, non mais vous n'y pensez pas, donner une garantie hors bilan, de quoi parlez-vous, flécher l'argent vers la décarbonation, c'est trop tôt, pas trop vite. Là, on a quand même mis 93 milliards en l'espace de quelques semaines de garantie de l'État dans le cadre de la Covid. J'étais un peu surpris par les chiffres. Nous, on demandait juste 100 milliards sur 10 ans. Donc finalement, ce qui n'était pas possible est devenu assez facilement réalisable en l'espace de quelques jours. C'est un côté tragique. Une des mesures sur lesquelles j'insiste, j'en profite pour faire de la publicité, c'est une des mesures qu'on a proposées dans le plan du Shift, c'est la traçabilité de l'impact carbone sur les prêts dans le secteur financier. Commençons déjà par la France, ça serait bien que toute l'Europe y passe, qu'on puisse voir dans les systèmes d'information de toutes les banques, quand ils font un prêt immobilier ou un prêt sur les travaux immobiliers ou un prêt de financement de véhicules. Michel, on arrive à 10 minutes de la fin. Il faut vraiment conclure pour laisser la place pour quelques questions. C'est fini. Alors, dans les quelques questions, il y en a quelques-unes auxquelles je vais répondre très vite parce que j'ai la réponse pendant que vous parliez. Il y avait une question sur la décomposition des investissements entre Shell Oil, des investissements actuels, Shell Oil offshore et pétrole conventionnel à terre. La réponse aujourd'hui, c'est que selon Reichstadt, là, après je vais laisser Mathieu en parler un tout petit peu, parce qu'il y avait une autre question sur la fiabilité des informations. Les investissements dans l'amont pétrolier actuellement, pour les années qui viennent, c'est de l'ordre de 4 à 500 milliards de dollars par an. Là-dedans, il y en a à peu près la moitié qui va dans le conventionnel à terre, donc les gisements normaux, j'ai envie de dire ordinaires, un quart qui va dans le conventionnel offshore et un quart qui va dans le shale oil. Voilà, en grosse masse. C'est ça le sujet. Il y a une deuxième question. Là, je vais tout de suite passer la parole à Mathieu. Est-ce qu'il y a une exploitation de shale oil qui est envisagée en dehors des États-Unis? Est-ce qu'il y a des projets de shale oil en dehors des États-Unis? Il y a une deuxième question que je te livre en même temps. Je t'en livre trois pour le prix d'une. Qui est quid d'un éventuel pic de production mondiale en 2018. Ceci va un peu avec cela, puisque shale fait partie des termes d'ajustement. Et j'ai une troisième question qui est une question chapeau pour ces deux-là, qui est comment est-ce qu'on peut savoir à quelle source d'information se fier? Et il y a la question donc de l'accès à l'information dans le monde pétrolier. Quand on découvre le sujet de l'extérieur, où est-ce qu'on peut aller voir et sur quelle base est-ce qu'on peut décider que telle source est plus fiable qu'une autre? Ok, tu peux me rappeler d'un mot la première question du coup, parce que j'étais en train d'enregistrer les sous-questions. La première question, c'est est-ce qu'il y a des projets de shale en dehors des Ah oui, États-Unis? ok. Alors, pour avoir une réponse précise là-dessus, je vous donne rendez-vous le 18 juin. Sur les perspectives en tout cas qui sont données par Ristad sur cet enjeu-là. Pour l'instant, non, disons que les projets sont très subsidiaires. Il y a un développement substantiel qui existe au Canada, il y a des projets pilotes en Russie, en Algérie, il y a un peu de pétrole de schiste en Argentine, mais il n'y a pas de décollage significatif. Pour l'instant, il n'y a pas de réplique prévue au cours des prochaines années. Et s'il devait y avoir réplique, pour faire le lien avec ce que disait Michel, il faudrait pour ça avoir un prix ou des conditions d'investissement encore plus propices qu'avant le début de la crise. Mais je donnerai un aperçu assez précis de ça donc le 18 juin. Sur la fiabilité des données, alors le pic, est-ce qu'on a un pic en 2018? Ça dépend plus aujourd'hui de la demande que de l'offre. Il reste des perspectives de développement de la production pétrolière pour les années qui viennent. La question, c'est combien de temps ce remplissage de la baignoire d'un côté peut compenser la vidange de la baignoire de l'autre, c'est-à-dire le pétrole qu'on consomme et qu'on ne sait pas remplacer par suffisamment de projets conventionnels. Si on avait franchi un pic en 2018, ça serait causé non pas par des limites absolues de l'offre, parce qu'il y en a un peu encore sous le pied, mais par des limites de solvabilité de la demande, en fait. Solvabilité modulo politique monétaire, comme l'a décrit Michel. Typiquement, en 2018, on a eu un pic qui est pour bonne partie dû à une fermeture
partielle des vannes de l'OPEP et de la Russie. Vannes qui peuvent être ouvertes encore, en tout cas à court terme. Donc c'est un peu tôt pour le dire. En résumé, effectivement, il reste des perspectives de développement de l'offre. La grande question, c'est de savoir quelle est l'ampleur de ces perspectives. Par contre, on est peut-être rentré dans un business tellement unusual, comme le décrivait Michel, côté demande et côté politique monétaire, que peut-être que les besoins physiques de l'économie ne reviendront pas au niveau pré-crise. Mais pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour spéculer là-dessus. Dernière question sur la fiabilité des sources. Alors là, à nouveau, je vous donne rendez-vous le 18. C'est un aspect sur lequel, le 18 juin, là, donc pour revenir un peu en détail sur ce que je vais faire, sur ce qu'on fait le 18, donc on a acquis cette licence à la base de données Ristad, qui est l'une des trois grandes sociétés d'intelligence économique mondiale spécialisées sur le pétrole. Et je pense que du point de vue de ce qu'on recherche, c'est-à-dire nous, la modélisation de l'évolution future de l'offre, je pense la meilleure. Donc ce que j'ai fait, c'est un état des lieux de la vision de la production future issue de la base Ristad, qui permet de décrire les contours d'un risque. Et ce risque va être instruit, le risque dont je vais décrire les contours le 18 dans une publication assez consistante. Ça n'est que le début d'un processus où le shift on crée un groupe de travail pour instruire aussi précisément que possible ce risque en allant au-delà de la photo que permet de faire la base de données Ristad. La photo va être donnée par Ristad, je vais la décrire le 18, et au-delà de ça, on va travailler pendant les mois qui viennent pour l'analyser aussi de manière critique, en fait. Voilà. Là, le 18, c'est un état des lieux que je fais, mais vous allez voir que cet état des lieux est d'abord extrêmement instructif en soi et qui va bien au-delà, en termes de détails, de ce qui est disponible dans le domaine public et notamment dans les rapports de l'AIE. Pour vous dire, moi j'ai l'impression sur ces questions-là d'avoir fait de l'astronomie amateur avec des jumelles pendant 15 ans. Et là, j'ai un peu les clés de Hubble. C'est très intéressant. Donc je vous donne rendez-vous là-dessus sur le 18. Et puis sur la fiabilité des données, j'en reparlerai. Et la dernière question, si vous voulez vous faire une idée, si vous voulez rentrer sur le sujet pétrole, approvisionnement pétrolier, j'ose pas vous dire mon bouquin parce que c'est pas vraiment un service à vous rendre si vous voulez vraiment aborder rapidement le sujet parce qu'il est très long. C'était pas tellement la question. La question, c'était plutôt exactement comme dans le domaine climat, on peut avoir des sources opposables sur les inventaires d'émissions, sur les trucs comme ça. Là, la question, c'était où se trouvent les sources opposables sur les données. Alors, okay. J'ai une question pour Michel, mais je vais faire la transition là-dessus. Pour avoir les ordres de grandeur, juste d'un mot, quand même, pour avoir les ordres de grandeur, même si c'est très imparfait et c'est très critiqué en termes de production, de réserve, un point d'entrée qui est facile, c'est les rapports annuels de BP. Oui, ça s'appelle Statistical Review of World Energy, mais surtout, je pense que la publique que je vais faire le 18 là va vous donner un aperçu beaucoup plus. Oui, si je peux compléter, en fait, le gros problème dans le pétrole, c'est que l'essentiel du pétrole est opéré par des sociétés commerciales qui n'ont pas d'obligation de transparence sur la totalité des informations qu'elles détiennent, et par des sociétés d'État qui n'ont pas plus d'obligation de transparence que l'État qui les détient. Alors, je vais compléter ce que tu viens de dire, parce que c'est très. Tu n'as pas le temps de compléter parce qu'il est 2h57 et que j'ai une question pour Michel. Voilà, donc c'était juste pour dire. On en reparlera. Rendez-vous le 18 à 18h. L'information primaire étant elle-même peu disponible, sauf quand on est un insider du système, la réponse est malheureusement qu'il n'existe pas de source publique opposable fiable à laquelle se référer pour tout ce qui concerne l'avenir. Et pour ce qui concerne le passé, effectivement, la meilleure approximation que vous ayez, c'est les statistiques publiées par BP qui vous donnent quelque chose qui permet quand même de se faire une idée. Michel, il y avait une question pour toi avant de passer la parole à Mélanie pour conclure. Il y a une question qui est posée plusieurs questions ont été posées sur le shale. Est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire que le shale oil n'est pas rentable?
Et du coup, je complète la question avec est-ce que ça pourrait le devenir un jour? Ou bien, voilà, donc est-ce que tu peux un tout petit peu préciser là-dessus? Juste, donc, je reviens sur Richtat, hein, la base Richtat, mais d'autres bases aussi l'ont établi. Quand on regarde sur longue durée, donc sur plus de 12 ans maintenant, les opérateurs de Shell, qui sont tous des sociétés cotées et qui publient leurs chiffres, on peut analyser leurs comptes, et quand on regarde leurs comptes, effectivement, ce qu'on appelle le free cash flow, il est quasiment tout le temps négatif. Et les rares moments où il pouvait remonter à zéro, quasiment se remettre à flot, sont très très rares, et très rapidement, ça retombait. Donc, ça c'est établi par les chiffres. C'est un point d'ailleurs d'attention qu'on va avoir, ou qu'on pouvait avoir déjà l'année dernière. C'est la crainte que cette transparence qu'on avait du secteur, parce que c'était tous des opérateurs indépendants, comme on dit, ils allaient passer soit sous le contrôle des grands, comme Exxon et Chevron, soit ils allaient être pris en main par des fonds privés. Et les fonds privés publient plus rien du tout. Donc, on n'aurait plus du tout d'informations. Donc, pour l'instant, on a une photo grâce à la Covid. Le secteur s'arrête et on peut dire effectivement, on peut faire ce constat, en 12 ans, ce secteur n'a jamais été collectivement, globalement rentable. On va avoir même des très gros dépôts de bilan. Enfin, on va avoir une série d'annonces de dépôts de bilan dans les semaines qui viennent, ce qui n'est pas grave pour le pétrole de schiste. Vous savez que le Chapter 11 américain, on efface la dette, on rince les, voilà, on détruit de la monnaie, mais les installations vont toujours être là. Donc, ça continuera de produire du pétrole derrière. Donc, ça, c'est sur la qualité de l'information. Je pense qu'on a un sujet central, c'est que pour l'instant, on avait de l'information financière. Ce qui manque beaucoup, et je reviens sur ce que tu disais, Jean-Marc, qui est fascinant quand on regarde, c'est l'information sur les réserves, sur l'information sur les chiffres, notamment sur l'amortissement des puits, ce qu'on appelle la dépréciation dans le jargon pétrolier. Moi, je me suis mis en contact avec des spécialistes du sujet pour mieux comprendre comment on a déformé les principes comptables eux-mêmes pour faire croire, pour faire prendre des vessies pour des lanternes sur ce pétrole. Parce qu'on fait dire un peu tout et n'importe quoi aux réserves de pétrole de schiste. Et on a le pendant que tu évoquais tout à l'heure, qu'évoquait Mathieu, c'est que du côté du pétrole de schiste, on a une bizarrerie, pour moi qui est comptable maintenant et financière, et du côté du pétrole conventionnel, on a cette énorme opération qui aurait dû nous donner beaucoup de lumière, qui était la plus grosse opération financière de tous les temps, qui a été la mise sur le marché d'Aramco. Je vous rappelle quand même qu'Aramco, ça a fait les choux gras de la presse financière pendant quasiment 3 ans, parce que c'est la plus grosse opération de capitaux de tous les temps, et qu'il y a des documents qui ont été publiés qui vous indique, qui vous raconte ce que sont que les réserves d'Aramco. Quand vous regardez, ça n'est pas d'une grande clarté. Je ne veux pas remettre en doute ou en question le travail des experts qui ont été faits, mais quand même, on peut se poser beaucoup de questions. Vous connaissez les graphiques, hein, c'est que c'est des réserves qui diminuent jamais chez Aramco, donc c'est quand même un peu bizarre. Et c'est Jean Laherrère à l'ASPO qui avait assez rapidement établi le fait que le système des réserves qui sont publiés par BP, ils sont très sympathiques, ces chiffres de BP, mais très souvent, c'est des chiffres qui sont politiques, c'est-à-dire que les réserves de l'Irak ou les réserves de l'Arabie saoudite ou les réserves de l'Iran, d'ailleurs souvent c'est une guerre entre l'Iran et l'Arabie saoudite sur les réserves les plus grosses, voire du Venezuela, c'est des chiffres dans lesquels on a une confiance très très modérée. On va y revenir. Les témoignages qu'on a, c'est quand même le chiffre, la fameuse crise qui a mené 2008, la grande crise financière de 2008, les prix du pétrole ont flambé entre 2003 et 2008, et l'Arabie saoudite n'a pas été capable finalement de nourrir le marché. Donc les prix ont monté jusqu'à $140 le baril à ce moment-là, parce que l'Arabie saoudite n'était pas capable de produire beaucoup plus que les 12 millions qu'elle a produits il y a quelques semaines. Donc on peut penser qu'en fait, il y a des contraintes assez fortes qui existent dès à présent. Voilà. Pour le coup, sachez-le, pour autant, je pense pendant des mois, voire des trimestres, on ne va pas parler de ce sujet-là parce que pour l'instant, les prix sont bas et qu'on a envie de parler d'autre chose. Mais je pense qu'il est de la responsabilité du shift d'alerter la puissance publique, d'alerter les décideurs, de s'appuyer sur les shifters qui ont beaucoup aussi d'antennes. Donc, j'appelle aussi à tous les économistes qui nous écoutent. S'il vous plaît, contactez-moi, qu'on rediscute de ce sujet-là. Je pense qu'il faut passer un message assez fort là-dessus. Voilà. L'Europe, comme disait Mathieu tout à l'heure, on n'a pas de pétrole, nous. Donc, notre politique monétaire, elle est moins pétrolière que la Fed. Pour autant, même notre politique monétaire de la BCE, je pense qu'elle a contribué à nourrir cette espèce de mirage de ce pétrole de schiste qui n'est pas rentable, encore une fois. Ok, merci beaucoup. Avant de passer la parole à Mélanie, juste une précision hein, en parlant des investissements. La baisse du prix du baril que nous avons enregistré en 2020 ainsi que la baisse de la consommation fait que les nouveaux investissements qui sont décidés cette année, donc pas les investissements totaux qui auront lieu en 2020, mais les nouveaux qui sont décidés cette année, sont de l'ordre d'un gros dixième, on va dire entre 10 et 15% de ceux qui avaient été décidés en 2019. Donc voilà, donc il y a une corrélation aussi forte entre la production future et le prix à un moment donné, parce que si le prix à un moment donné est bas, et bien du coup les investissements sont bas,
C'est aussi une interaction en ce qui concerne le prix du pétrole et l'économie. Mélanie, un petit commentaire sur tout ce qui vient d'être dit. Est-ce que pour le profane, ça se comprend, ça ne se comprend pas? On voit le lien avec le monde dans lequel on vit. Tout ça semble très ésotérique ou au contraire, on voit des implications très concrètes sur l'avenir de notre pays. Alors moi, ce qu'on peut dire, enfin, je me considère plus vraiment comme une profane depuis le début de la convention. J'ai une question complémentaire. Est-ce que ce sujet du pétrole a été effleuré à un moment ou à un autre dans le cadre de la Convention citoyenne? Et si oui, est-ce que c'est possible d'en avoir un tout petit aperçu pour comprendre comment ça a été traité? Donc nous, la question de pétrole, elle n'a pas vraiment été abordée au niveau de la Convention. Moi, je me suis documentée personnellement. Quand Jean-Marc est venu à la Convention, à la suite de ça, j'ai découvert le shift, enfin tout cet environnement. Je me suis documentée parce qu'en fait, nous, à la Convention, on a un socle commun et ensuite libre à chacun de s'orienter vers le sujet de prédilection, le sujet qui lui plaît le plus. Donc moi, ce que je regrette, c'est que Jean-Marc nous ait pas fait une conférence à la Convention sur toute cette histoire de pétrole, voilà, toutes les conférences que Jean-Marc fait à droite à gauche. Mais bon, du coup, moi, je suis allée voir les vidéos, je me suis mis tous les podcasts. Profane, donc du coup, je suis plus trop profane parce que je commence à connaître un peu tout cet environnement. Voilà. Après, moi, je doute quand même un peu de tout ce que vous dites au sujet du pétrole, là, parce que quand j'ai posé la question à Emmanuel Macron, quand il est venu début janvier à la Convention, je lui ai demandé si on pouvait avoir peur d'une pénurie de pétrole. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il en restait plein offshore et plein partout et qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète. Donc, excusez-moi, mais je mets en doute vos propos, chers messieurs. Ouf. Ouf. On est sauvés. Je vous la rassurer. On s'inquiétait voilà. Pour rien, en fait. Ben voilà, c'est ça, c'est pour ça que je me dis, la population, tout le monde dit, mais non, moi quand j'en parle, mais non, mais il reste plein de pétrole. Il y a 40 ans, on nous disait ça déjà, et aujourd'hui, mais non, mais alors du coup, moi je me pose la question sérieusement, mais comment informer la population? Comment, moi là, au niveau, bon, j'ai été élue maire, c'était pas prévu au programme du tout, bref. Et du coup, moi, mes colistiers, mes conseillers ne sont pas dans ce bain-là, donc j'évite de trop les agresser avec mon carbone et mon pétrole. Parce que d'ailleurs, un de mes colistiers m'a dit, il ne va pas falloir que tu nous saoules avec ton carbone, avec ton CO2. Donc pour le moment, c'était pas moi qui étais prévu à la place de maire. Donc je fais profil bas, je ne les agresse pas avec tout ça, mais de temps en temps, je leur mets des petits pics, enfin des petites piqûres pour qu'ils commencent tout doucement à intégrer le fait qu'on est dans une contracture énergétique future, qu'il va falloir, enfin, le climat, le réchauffement climatique. Enfin, j'en ai parlé l'autre fois aux ateliers du Shift quand on était en présentiel. Il y a plein de gens qui n'ont pas conscience du tout, qui n'en sont pas informés. Donc, j'ai du travail. J'ai prévu de leur faire des petites conférences, des petits trucs sympas. Mais pour le moment, et donc voilà, le souci, c'est que moi, je trouve que la population n'est pas informée à sa juste mesure. C'est tout ça, c'est en backstage, toute cette histoire de pétrole. C'est que les gens, c'est pas la majorité de la population. Vous passez jamais tous là sur les chaînes télé, comme nous, la Convention d'ailleurs, TF1, toutes les chaînes de France Télévisions. On parle pas de tous ces trucs-là. C'est quoi? On ment aux gens, en fait. On ment à la population. Ouais, voilà, merci. Je ne suis pas complètement sûr qu'on puisse parler de mensonges délibérés. Par contre, qu'il y ait une forme de paresse de la profession médiatique sur le sujet, ça, je pense qu'on peut oser ce mot. La République casanière. Ça sera la conclusion de cette séquence. Merci beaucoup.